Alors, un bonjour à tout le monde. Merci. Je suis honoré et heureux d'être avec vous ce matin. Et puis, j'ai le privilège de partager ma vie, mes expériences avec vous. Et j'espère que à la fin, vous pouvez quand même en tirer de quelques conclusions et peut-être des leçons à retenir. J'ai pensé que je vais partager mon discours dans des différentes sections. Et après chacune, je vous demande qu'est-ce que vous tirez comme conclusion. Et puis après les conclusions, je vous demanderai quelles sont les leçons à retenir. Et si vous avez l'impression que la leçon à retenir est valable pour vous, eh ben, vous pouvez en prendre note. Alors, de toute façon, nous allons travailler ensemble. C'est pas moi qui fais le discours. On travaille ensemble, d'accord? Ok. Alors, je commence en 1838. N'ayez pas peur, je n'irai pas jusqu'à ce jour, année par année, autrement on est là demain et après-demain. Non, mais l'environnement en 1838, quand mes ancêtres ont acheté le restaurant, oui, je dois mentionner, je viens de la restauration. Quand eux, ils ont acheté ce restaurant, la situation en Europe, donc en Suisse, la situation climatique, on avait des hivers rigides, avec beaucoup de froid, avec la neige, tout cela, et ça obligeait les gens de planifier en avance. C'est-à-dire, à partir de septembre jusqu'au mois d'avril ou mai, on ne pouvait rien récolter. Parce que c'était l'hiver, il n'y avait rien qui grandissait. Alors, il pouvait rien récolter. Donc, il fallait planifier et stocker les aliments, non seulement pour la famille, mais aussi pour les animaux, et de même les combustibles pour chauffer la maison. Alors, la première conclusion, je vous la donne, et puis les autres, ça sera à vous de les tirer. C'est justement, si quelqu'un ne pensait pas en avant, si quelqu'un planifiait pas en avant, il avait faim l'hiver, il avait froid l'hiver, et assez souvent, il ne survivait pas l'hiver. Donc, ça créait une mentalité qui est encore ce jour vraiment profondément dans notre être en Europe. Nous planifions beaucoup de temps en avant. Alors on va pas d'un jour à l'autre, on pense en avant. Et je voudrais vraiment vous encourager de planifier beaucoup de temps en avant. J'étais actif au Togo depuis 2113 avec l'ONG qui s'appelle la mission des volontaires contre la pauvreté. Et j'ai vu un peu comment eux souvent ils travaillent. Et j'ai toujours pensé que c'était nécessaire de planifier plus en avant. Bon. Alors, l'histoire de ma maison, donc de ce restaurant, il s'appelait d'ailleurs Couronne. On n'a jamais trouvé la raison pourquoi on l'appelait Couronne, parce que en Suisse, il n'y avait jamais de roi, il n'y avait jamais le système
autre que démocratie. Alors je sais pas pourquoi c'était couronne, mais de toute façon c'était la couronne. Il était placé à côté du carrefour de deux routes principales entre des villes principales. Et puis, donc, on pourrait compter avoir des commerçants et d'autres gens de passage qui y arrivaient. Évidemment, ils étaient tous en route à pied, à cheval ou en charrette. Ça veut dire qu'à l'auberge, il fallait aussi trouver de l'approvisionnement pour les chevaux et on en tenait compte à la couronne. La maison n'était pas seulement auberge, la moitié était ferme. C'était d'ailleurs le cas jusqu'en 1982, longtemps après que tout le monde était motorisé et les chevaux avaient disparu des routes. Donc, l'approvisionnement des chevaux n'était plus l'objectif de la ferme. Mais ça permettait d'avoir son propre lait et partiellement son propre viande. Quelques années plus tard, la famille a commencé à fabriquer de la bière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de brasserie dans la région. Par conséquent, il ne le vendait pas seulement dans la propre auberge, mais il les livrait aussi dans les autres restaurants dans l'environnement d'environ 10 kilomètres. Alors, si vous entendez un peu cette histoire, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait penser? Pas seulement à long terme, mais quels étaient les objectifs à respecter pour avoir du succès? Ça marche, ouais? Ouais. Alors, est-ce que vous avez des idées? D'abord j'ai dit, c'était placé au carrefour de routes principales. Est-ce que c'était une bonne idée ou bien c'était une mauvaise idée? Alors c'était une bonne idée, pourquoi? Voilà, oui, la visibilité, oui, et puis au niveau des clients, qu'est-ce que ça donnait si on était au carrefour? Voilà, il y avait des gens de passage, comme je l'avais dit. Il y avait des gens de passage. Et, et si on avait aussi l'approvisionnement pour les chevaux, ça voulait dire que on avait une clientèle plus étroite, hein, que si on avait seulement la nourriture, ou je sais pas quoi, pour les gens. Alors, à mon avis, la leçon à retenir est, il est très très important où on se place au niveau de géographie. C'est très important pour une entreprise qu'on tient en compte où on s'installe. Et puis, la seconde question qu'on doit se poser, ou bien la leçon à retenir, c'est évaluer si les prestations de services ou bien les produits qu'on veut vendre sont demandés là où on veut s'installer. C'est pas toujours évident, vous savez. Des fois, on croit d'avoir une bonne idée, un bon produit. On croit qu'on peut le vendre partout, mais il faut vraiment bien analyser le marché et la location et aussi les moyens de transport qui vous permettent d'amener vos produits ou vos prestations de services là où vous voulez les vendre, où vous trouvez la clientèle.
Et puis, si mes ancêtres ont commencé à produire de la bière, donc c'était restaurant déjà, et puis comme j'ai dit, c'était la ferme. Et puis pourquoi encore la bière? Pourquoi il fallait chercher encore un autre produit? Ou bien qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion favorable? Quelques idées? Adapté? Ouais, aussi, ouais. Autre idée? Comment? Voilà, se divertir. Si c'est possible, si c'est possible de produire encore quelque chose extra à partir de la même infrastructure, c'est un grand gain. Je ne sais pas si à votre entreprise où vous êtes, ça applique, mais de toute façon, si vous avez la possibilité de faire encore autres produits ou bien de créer d'autres prestations de services de la même infrastructure que vous avez déjà, c'est un grand gain. Est-ce que vous avez des exemples parmi vous que ça a été fait comme ça? Non, pas encore. Si je reviens dans 5 ans, eh ben, vous en aurez une dizaine, hein? D'accord? Bon. Bon, je continue. Ma grand-mère était déjà une très bonne cuisinière, diligente et créative. Grâce à elle, la réputation de la couronne comme adresse pour bien manger s'est établie jusqu'aux villes dans les alentours. Donc, à cette époque, les villes de Burgdorf et Soleure étaient à, disons, 15 kilomètres, mais à cette époque, c'était loin. Elle a créé une bonne réputation. Mon papa, enfin, a fait son apprentissage de cuisinier. Là, je dois ouvrir des guillemets. En Suisse, après la formation de l'école, la plupart des jeunes font un apprentissage. Je crois que c'est pas comme au Togo, n'est-ce pas? Et l'apprentissage, ça voulait dire qu'on travaillait pendant 4 jours, ou bien à mon époque, c'était encore 5 jours dans l'entreprise, et puis un jour, on allait à l'école. À l'école qui était particulier, techniquement, adapté à la profession qu'on apprenait. Bon, il a fait son apprentissage pas nulle part, mais dans le meilleur restaurant de Berne, qui est la capitale de la Suisse. Il l'a fait là, même parce qu'il ne gagnait rien, il devait payer pour travailler. À l'époque, c'était encore le cas que souvent, si on choisissait une place pour faire l'apprentissage, une place où on pouvait apprendre beaucoup, il fallait payer. On n'était pas payé pour le travail, on devait payer pour pouvoir travailler. Les apprentis à cette époque, ils travaillaient au moins 6 jours, au moins 60 heures par semaine. C'était absolument le minimum. Et ils avaient 2 semaines de vacances par année, pas plus. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'était dur, hein. C'était vraiment dur. Il fallait vraiment bosser. Et puis, l'objectif de gagner de l'argent n'était pas le premier. Surtout
si on voulait vraiment atteindre quelque chose. Après l'apprentissage de cuisinier, mon papa a fait une carrière classique de cuisinier. Ça veut dire il est allé travailler dans divers hôtels partout en Suisse et même à l'étranger. Pourquoi? Hein? C'est encore plus lourd, hein? Alors, c'est mieux. Hein? Il est allé travailler dans les meilleurs hôtels, dans les meilleures cuisines qu'il trouvait, parce qu'il voulait vraiment faire la meilleure possible éducation. Malheureusement, quand il avait 25 ans, c'était la deuxième guerre mondiale qui commençait. Il a dû entrer dans le service militaire. À la fin de la guerre, il est rentré à la couronne et a repris de ses parents avec son épouse qu'il avait mariée tout de suite après la guerre. Il a repris la couronne. Les années de la construction après la guerre étaient extrêmement dures. Avec énormément de travail et engagement, il a réussi. Seulement, les sacrifices étaient énormes. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de cette histoire? L'histoire de faire une apprentissage, de même devoir payer pour travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. L'importance des compétences pour pouvoir être compétent. Enfin, l'importance des connaissances dans le domaine dans lequel on peut entreprendre. Oui, exactement. Exactement. Et il faut travailler avec diligence pour atteindre ses buts. Souvent, surtout maintenant chez nous en Suisse, je trouve toujours des jeunes qui ont des grands rêves. Et puis, c'est bon d'avoir des rêves sans avoir un objectif, sans avoir des rêves. On n'a jamais un but. Alors, les rêves sont pas faux parce qu'ils nous conduisent à avoir des buts. Mais après, et c'est important, c'est le travail qui vient. C'est pas l'État, c'est pas la société, c'est pas je sais pas qui vous amène à atteindre vos buts. C'est votre propre travail. Il n'y a pas d'autre moyen. Au moins selon moi. Ce qui est aussi important, c'est qu'on tâché d'atteindre la meilleure formation possible. Je sais que, surtout chez vous, c'est pas toujours facile parce que il paraît que souvent on doit payer les écoles. Chez nous en Suisse, heureusement, toutes les écoles sont gratuites, même l'université. Mais chez vous, ça peut être difficile. Mais quand même, il faut vraiment essayer d'atteindre la meilleure formation qui est possible de la profession où on veut travailler. Et puis, si j'ai dit que mon père était forcé d'aller au service militaire, d'interrompre sa carrière avec 25 ans, oui, c'est un grand obstacle
C'était pas ce qu'il avait planifié, c'était pas ce qu'il avait désiré, et puis c'était pas ce qu'il avait rêvé du tout. Mais est-ce qu'il a abandonné ses buts? Non, il n'a pas abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on en dit, dire qu'en conclusion? S'il y a des obstacles, Faut persévérer. voilà, voilà. Et même souvent, quand nous avons des obstacles, si on arrive à les surpasser, ça nous rend plus forts, plus efficaces. Ça nous donne une expérience. Et avec les expériences, on peut on peut grandir. On veut grandir. Est-ce que vous avez un exemple parmi vous où il y avait des obstacles et puis vous les avez surmontés, vous avez grandi? Ou bien vous êtes tous tout jeunes? Non. Oui, madame. Ok. Moi, je suis dans l'agriculture biologique, Ouais. mais je n'ai pas la formation en agriculture. Ok. Donc, les premières expériences étaient de l'échec. D'abord, j'avais pris des ingénieurs pour m'aider, mais ils n'ont pas fait leur travail. Et après, j'ai dû m'y mettre. Mais petit à petit, j'ai appris dans le domaine. Donc, c'est vrai que les débuts étaient un échec, mais aujourd'hui, je connais beaucoup plus ce qu'il faut faire dans ce domaine. Donc, ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous regrettez les temps de difficulté et puis oui, le temps que vous aviez à l'époque ou bien vous oui, ça fait mal parce que vous perdez des ressources. Mais dans le même temps, on se dit il y a un plus. Parce qu'aujourd'hui, même si je recrute un ingénieur, je sais ce que je veux. Quand il fait pas bien, je sais qu'il fait pas bien. Je sais ce qu'il faut faire. Ok, ok. Merci beaucoup, oui. Bon, je change un peu l'objectif. Je parle du niveau spirituel. Parce que mon père, il était un homme très matérialiste. Pour lui, la seule chose qui comptait, c'était la carrière, c'était l'argent, c'était le renommée du restaurant. Pour lui, c'était plus important que la famille. J'avais toujours l'impression. J'étais le seul fils, j'avais une sœur, 2 ans plus âgée que moi. Mais j'ai toujours eu que mon papa avait l'impression que la famille allait de soi. Et tous les efforts, tout ce qui était important, c'était, c'était la couronne. Et puis, bon, c'est vraiment le restaurant, la couronne et la carrière étaient devenus son idole. La foi, Jésus, allait assister au culte ou à une communauté avec des chrétiens n'avait pas de la place dans la famille. Maman, qui était croyante, souffrait beaucoup sur cette situation. Et moi et ma sœur aussi. Et c'était seulement maman qui nous a appris à prier et nous a raconté les histoires de la Bible. Et, bon, alors d'un côté, il y avait la couronne qui s'est bien développée, on a fait des chiffres d'affaires vraiment impressionnants. Et à l'époque, surtout dans les années 1950, 60, 70, 70, on a vraiment gagné pas mal d'argent. Mon papa était, d'une part, il était content, et d'autre part, il était esclave du rendement.
si une année il avait budgété, disons, je sais pas, un chiffre tel, il l'a atteint, il n'était pas heureux de l'avoir atteint, il voulait plus l'année prochaine. Et comme ça, il est vraiment devenu esclave du commerce. Et nous, donc la famille, nous avons souffert beaucoup sous ces situations. Nous n'avions même pas un appartement. Nous avions seulement une chambre, une pour les parents, une pour moi et une pour ma sœur. Mais autrement, les toilettes, tout cela, on a partagé avec les clients. Et c'était pas assez important pour mon père pour changer la situation. Pour lui, c'était seulement le chiffre d'affaires et les bénéfices qui comptaient. Je veux pas parler mauvais de mon père parce que lui aussi, il était formé de sa génération, de ses alentours. Et lui aussi, il a souffert sous ces situations. Et puisqu'il connaissait pas Jésus, il n'a pas pu sortir de ce cercle. Je ne sais pas si on dit en français, c'est le cercle diabolique. Voilà. Il était aussi prisonnier de cette situation. Et moi, j'ai expérimenté s'il n'y a pas quelqu'un dans ce cercle qui, avec la force du Seigneur, peut sortir de ce cercle, ça va continuer par génération et génération. Est-ce que vous connaissez des exemples de vos connaissances où c'est passé comme ça? Ah, vous êtes très heureux. Vous êtes heureux, très heureux. Ouais. Alors la conclusion, justement, ou bien la leçon à retenir serait, on peut avoir du succès matériel, mais si on l'acquiert sans le Seigneur, il ne sera pas béni. Il ne rend pas heureux. Bon, maintenant je vous parle de ma carrière. À l'école, j'étais toujours parmi le premier tiers de la classe. Mais si je présentais une bonne note à mon papa, il demandait qui en avait une meilleure note. Et puis la seconde question, c'était pourquoi c'est lui et pas toi qui a eu cette bonne note. Ainsi, j'ai commencé à croire que ma valeur personnelle soit définie selon mon rendement. J'ai tout fait pour suffire aux exigences de mon papa. Après l'école, j'étais en Suisse romande dans un institut pour acquérir le diplôme d'études commerciales. C'était aussi très dur. Dans cet institut, on avait que deux heures de libre par semaine. Tout le reste du temps, du matin au soir, c'était soit le travail, soit on mangeait évidemment, mais temps libre, c'était seulement 2 heures par semaine. J'ai fini cette école, cet institut, en premier rang de 140 étudiants. Merci. Mais c'était donc le résultat de mon éducation qui était vraiment concentrée sur travail, sur succès, sur réussite, mais le cœur était resté vide, disons. Ensuite, j'ai fait mon apprentissage cuisinier comme mon papa dans le meilleur hôtel de Berne. C'était un autre à cette époque. Mais c'était aussi le meilleur restaurant à l'époque.
là aussi, on a travaillé 5 jours et demi par semaine, et toujours de 8 heures le matin jusqu'à 2 heures l'après-midi, à 5 heures l'après-midi jusqu'à 10 heures au moins. Et même le jour quand on allait à l'école, il fallait même travailler pendant à midi, de 11h30 à 1h30, à 2 heures de nouveau à l'école. Et puis à 5h30, on rentrait de l'école, à 6 heures, on était à la cuisine de nouveau jusqu'à 10 heures. Oui. C'était incroyable. Maintenant, heureusement, c'est plus comme ça. Mais après 3 ans, j'ai fait mon examen final comme en premier rang de nouveau de canton de Berne et de la Suisse. Et après l'apprentissage, mon père m'a inscrit dans l'école hôtelière à Lausanne, dans la Suisse romande, qui à l'époque, elle est toujours la meilleure de l'Europe. Et là, je l'ai terminé pas en premier rang, mais quand même avec mention bien. Oui. Mais après l'école, après toute cette jeunesse et puis l'institut, l'apprentissage qui était seulement marqué et défini par travail et succès, j'en avais marre. Et j'ai pensé maintenant c'est le temps de vraiment échapper de ce corset de mon papa et d'expériencer la liberté. Et pour faire cela, je suis allé au Canada et pendant un hiver, j'ai travaillé sur 2 emplois, un le jour, un la nuit, pour gagner assez d'argent pour voyager après. Et le printemps suivant, je suis parti de Toronto, Canada, avec un copain jusqu'à Buenos Aires, en Argentine. En 5 mois, nous avons fait tout ce parcours avec seulement 5 kilos de bagages chacun, avec un pantalon, une chemise et puis un paire de souliers. C'était tout pour 5 mois. Et puis bon, maintenant je ne peux plus imaginer que c'était vraiment moi, parce que on était plus cochon que homme. Et puis, mais il y a quelques situations que peut-être ça nous a sauvé la vie, parce que nous étions dans des situations vraiment dangereuses. Mais ce que j'aimerais vraiment vous communiquer, ça non plus. C'était la liberté. Bon, c'était la page 1. Merci beaucoup. C'était la liberté absolue, sans itinéraire, sans but où on devait aller, sans rien du tout. Et là, j'ai vraiment pensé que ça me rendait heureux, ça me rendait satisfait. Et déjà après quelques semaines, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Donc la liberté, la soi-disant liberté, sans itinéraire, sans but où on voulait aller, sans travailler, tout cela, ce n'est pas la solution qui m'a donné la liberté, qui m'a rendu heureux, qui m'a satisfait du tout. Bon. Après ces 5 mois, je suis retourné en Suisse. Et puis, je savais que je devais rentrer à la couronne, parce que c'est mon papa qui l'expectait, et puis aussi maman, qui était à la fin de ses forces. À l'époque, elle avait 53 ans. Mais avant d'y aller, j'ai fait encore 2 stages comme cuisinier. Donc, à l'époque, c'était déjà un niveau plus élevé.
J'étais chef tournant dans l'hôtel Palace Saint-Maurice, qui était à l'époque et toujours un des leading hotels of the world, un des plus fameux hôtels du monde. Et puis, j'y ai travaillé 2 saisons, une fois, une hiver et une été. Et j'ai vraiment pris le parfum de, disons, comment ça se dit en français, du monde des célébrités, où il y a vraiment l'argent. Il y avait des chefs d'État, comme clients, les chefs d'État, des idoles de sport, de la politique, de la, des chefs d'entreprise, tout ce que vous voulez. C'était tous nos clients. Mais j'ai dû réaliser que entre eux, c'était pas non plus la liberté que je cherchais, c'était pas le monde que moi qui me satisfaisait. Entre-temps, j'avais 28 ans et je suis rentré à la couronne, désillusionné, j'avais tout expérimenté, j'avais atteint tout ce que qu'on pouvait à mon âge dans la restauration hôtellerie. J'avais tout atteint. Et puis, j'étais quand même vide dans mon cœur. Et à ce moment, je me suis souvenu de la source où ma maman a toujours récupéré de la force. C'était Jésus. Alors, un jour, je dois encore mentionner que à ce moment, j'étais dans une forte dépression et avec des attaques paniques. Et puis, j'avais des médicaments, j'étais traité du psychiatre, ça, psychiatrique, ouais, ouais. Et ça aussi ne pouvait pas m'aider. Donc, à un certain moment, j'ai vraiment prié à Jésus, j'ai dit, Jésus, si tu vis vraiment, comme le dit la Bible et comme le dit ma maman, je veux l'expérimenter maintenant parce que je n'arrive plus à gérer ma vie. Et puis à ce moment a commencé un processus qui va encore jusqu'à ce jour. J'ai pas eu une rencontre avec un ange, ni une voix qui venait de l'éternel, ni je sais pas quoi, ni la tonnerre, ni rien de ce genre. Mais il commençait un changement dans mon cœur, un processus qui s'est développé lentement. Tout d'abord, le Saint-Esprit m'a montré des choses diverses que je devais mettre en ordre. D'abord la comptabilité, parce que comme tout le monde, nous avons fait de l'argent noir, comme on dit chez nous, c'est-à-dire nous n'avons pas déclaré des reçus pour les impôts. C'était tout à fait normal chez nous, c'était pas seulement nous qui faisions, c'était tout le monde qui le faisait. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'était pas juste. Nous avons mis nos livres à jour, et nous avons payé ce qu'il fallait payer. Et ça, c'était un des premiers pas à prendre. Et puis, voilà. Oui. Et puis, on pourrait croire que c'était la bonne fin de tout, parce que j'avais tout, comme j'ai dit avant, sur le plan du monde, j'avais tout acquéri.
Et puis maintenant, avec la relation avec Jésus, on aurait pu penser que maintenant tout allait bien et sans plus d'obstacles. Mais ce n'était pas du tout le cas, mais pas du tout. Les problèmes commençaient seulement à ce moment. Est-ce que vous avez aussi expériencé ça, que si vous vous décidez pour Jésus, que ça vous commence à faire des problèmes? Non? Si. Comme quoi, par exemple? Peut-être des persécutions familiales. Oui. Oui, par exemple, oui. Oui. Oui, parce que dans mon cas, par exemple, mon papa m'a fait beaucoup de reproches parce que il dit que c'était nuisible au restaurant si on se déclarait comme chrétien, croyant. Et en fait, il avait raison. On a perdu pas mal de clients parce que ceux qui croyaient, ils disaient c'est pas possible qu'un restaurateur peut être chrétien s'il vend de l'alcool et des cigares, des cigarettes, tout cela, c'est pas possible. Alors eux, ils sont plus venus. Et puis les autres, les gens donc du monde, comme on dit, ils se méfiaient de restaurateurs qui croyaient parce que il arrivait des situations où on avait peut-être un banquet et quelqu'un nous a demandé de dater la facture sur une autre date. Et puis d'écrire que c'était un banquet pour les employés, je sais pas quoi. Mais en fait, c'était un autre jour, l'anniversaire de sa femme. Et si on n'était pas prêt à faire ces petits changements, il ne disait pas ses connaissances qui voulaient tricher. Il disait, il faut pas aller vers lui parce que c'est c'est pas de notre monde. C'est comme ça qu'on a rencontré pas mal d'obstacles. Et puis, de l'autre côté, nous avons pu continuer avec notre chemin de succès. Nous étions élus par les guides gastronomiques. Vous ne les connaissez pas en Afrique, je crois. Mais surtout en France et en Europe, il y a le guide Goemio et le guide Michelin. Oui, et le guide Michelin le Goemio, déjà en 1982, nous a accordé des points. Et après 2 années, nous étions parmi les meilleurs de la Suisse, selon le guide Goemio, et plus tard aussi selon le guide Michelin. Mais ça non plus, ça nous a pas ouvert la porte au grand succès, parce que les obstacles que je vous avais déjà mentionnés. Et puis en 95, une incendie nous a détruit tout le restaurant. Alors c'était de nouveau un obstacle qu'on n'avait pas prévu, évidemment. Et dans ce moment, je dois dire, je croyais toujours, mais je pouvais pas m'expliquer pourquoi ça nous arrivait, parce que ça nous a coûté tout pour la reconstruction, ça nous a coûté tout ce que nous avions épargné avant, les chiffres d'affaires et tout ce que nous avons pu mettre de côté, ça nous est disparu avec cet incendie. Mais je veux pas dire que j'avais des doutes que le Seigneur était toujours avec moi,
mais quand même, c'était une période de grande crise. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a vécu quelque chose de pareil ou de similaire? Peut-être qu'il a perdu un partenaire ou je sais pas quoi. Non? Alors vous êtes heureux, c'est bon. Mais de toute façon, après l'incendie, il fallait 1 année et demie pour reconstruire la couronne. Et nous avons décidé de changer le concept un peu. Nous avons fait un concept avec culture et restauration. Et pour le côté culture, nous sommes liés avec un partenaire qui avait un bon réseau social sur ce niveau, donc sur la culture. Il connaissait les artistes, il connaissait les troupes de théâtre, tout cela. Mais lui, il n'était pas chrétien. Et on avait bien déclaré que nous étions chrétiens et que pas tous les activités ne pouvaient prendre place dans notre restaurant. Il était d'accord. Mais à la longue, ça posait énormément de problèmes. J'aurais jamais pensé que sur le plan commercial, les chrétiens pouvaient avoir autant de difficultés avec des non-chrétiens si on est lié. Alors, la leçon à retenir pour vous, je dirais, il faut pas se lier si vous êtes chrétien, avec quelqu'un qui l'est pas. Enfin, de toute façon, sur le plan financier, ou sur le plan disons, de chérance. Si vous êtes chef de l'entreprise et votre partenaire est subordonné, le partenaire qui n'est pas chrétien, ça pourrait aller. Mais si vous êtes à la même hauteur, je vous assure, vous aurez des problèmes insurmontables. Et chez nous, ça a amené au point où lui, il a quitté. Tout le concept que nous avions construit ensemble, c'est disparu et on a perdu énormément de l'argent, énormément. C'était une leçon très, très, très difficile à supporter. Non. Oui, mais grâce, le Seigneur est fidèle. Pendant l'incendie et après, j'en doutais souvent parce que c'était vraiment une période très très dure. Mais après 5 ans, nous avons pu vendre du terrain et ça nous a sauvés. Si ça n'aurait pas été le cas, probablement nous aurions fait faillite. Mais le Seigneur est vraiment fidèle. Au point exact, nous avons pu vendre du terrain et ça nous a permis de payer tous nos dettes et même de commencer un autre projet avec nos restaurants. Nous avons commencé à produire des glaces et des soupes et des plats à porter avec des handicapés. Pendant 8 ans, nous avons travaillé avec des gens qui étaient handicapés, soit physiquement ou psychiquement, et nous avons fait des produits que nous avons pu vendre dans un des meilleurs magasins de la Suisse, magasin donc comestible. Oui.
Bon, je reviens plus ou moins à la fin, mais j'aimerais quand même vous partager encore deux expériences. Une, c'est, oui, comme la fidélité du Seigneur. J'ai maintenant je suis marié depuis 44 ans avec Thérèse, une femme extraordinaire, qui est restée à mon côté pendant tout le temps, qui n'est pas venue d'une famille chrétienne, mais qui s'est décidé aussi pour Jésus. Nous allons le chemin ensemble depuis une quarantaine d'années. Nous avons deux filles mariées avec nos beaux-fils, et tous les quatre sont chrétiens, sont en relation avec Jésus. Et nous avons quatre petites filles que elles aussi, elles sont encore petites, elles sont entre 6 et 10, mais elles aussi, elles se sont déjà décidées pour le Seigneur. Et puis, la dernière chose que j'aimerais partager, il y a 1 année et demie, j'ai eu une opération, je ne sais pas tellement comment ça s'appelle en français, des bypass du cœur. Bypass. Ouais. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe. On coupe le sternum de haut en bas, on ouvre la poitrine, et puis on arrête le cœur et la respiration, c'est la machine qui le fait. Et puis on transplante 2 artères et 2 veines sur le cœur. Et puis bon, ce que je veux dire, quand je me suis réveillé après cette opération, j'ai eu une expérience que je voudrais jamais manquer. C'était peut-être exagéré si je dis que j'ai vu j'ai pu jeter un coup d'œil au ciel. Mais c'était vraiment le cas. Tandis qu'un ami de moi, qui a eu la même opération 5 mois avant, il a dit qu'il était passé par l'enfer. Alors ça, c'est mon dernière expérience que j'aimerais partager avec vous. Et maintenant, je suis ouvert pour toutes les questions qui pourraient venir. Ok, merci beaucoup, tonton André. Merci beaucoup pour ce partage. Il n'est pas francophone, mais il a parlé en français de bout en bout. Est-ce qu'on peut acclamer ces invités? Il parle allemand, donc vous comprenez bien. L'allemand et puis l'anglais, vous comprenez bien. Donc le français, il a donné son meilleur pour parler en français. Merci. Et là, c'est le temps des questions. Si vous avez des questions, des inquiétudes, ou par rapport à ce qu'il a soulevé, vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous levez tout simplement. On a entendu la jeunesse de la couronne, mais à la fin, je me dis ce qu'est devenu la couronne. Donc, vous y êtes toujours, ou bien vous avez passé la main Non. Ah ouais. Bon, après ces 8 ans qu'on a travaillé avec les handicapés, nous l'avons loué à des 2 amis confesseurs. Eux, ils produisent ils ont un volet catering qui va très très bien, et ils ont un volet chocolat. Ils produisent des spécialités chocolat qui maintenant sont vraiment classifiés les meilleurs de la Suisse. Ces 2 chocolatiers, c'est sans doute les meilleurs de la Suisse. C'est vraiment fou. Et il y a encore peut-être une autre belle histoire que moi je peux seulement expliquer parce que le Seigneur l'a fait. Dans ces 8 ans, quand quand nous avons fait les produits là, ils étaient déjà chez nous avec le volet catering. Et nous avons
nous avons partagé la même cuisine avec nos handicapés, avec leurs professionnels qui ont fait le catering. Et nous, chaque matin, nous avons commencé le jour avec une petite ça c'est standard. Oui, adoration de quart d'heure. Et un jour, nous sommes rentrés dans la cuisine et eux, ils étaient en train de produire 14 000 sandwichs. 14 000 sandwichs. Eux avec leurs professionnels, nous avec nos handicapés. Et pendant 8 ans, les caves étaient ouverts, leur cave, notre cave, les frigos étaient ouverts, les congélateurs, tous, même on aurait pu donner notre porte-monnaie un de l'autre, et pendant 8 ans, il n'y avait pas un seul conflit, pas un seul. C'était vraiment un miracle. Autre question? D'autres questions s'il y en a encore? Enfin, je l'ai même pas répondu parce qu'après les 8 ans, ces deux messieurs, ils ont dit que maintenant, ils croisissaient tellement, il leur fallait toute la maison. Et puis, nous avons loué toute la maison à eux. Et puis, nous sommes allés à la retraite. Voilà. Ok, il y a une question par ici. Bonjour. Bonjour. Sur le volet partenariat, question sur le discernement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait pas faire des partenariats avec des personnes qui n'ont pas Christ comme nous. Moi, mon expérience a été différente. J'ai fait un partenariat avec une personne qui a Christ comme moi, une sœur en Christ, et ça s'est mal passé. Et c'était même au début de mon projet. Du coup, j'étais tellement découragée que je ne voulais même plus commencer le projet. Pourtant, c'était vraiment un projet que le Seigneur m'a mis à cœur. Il a fallu qu'une autre personne qui croit en moi puisse prendre les devants pour me pousser, en fait, à entamer ce projet. Gloire à Dieu, on l'a fait. Il y a des vies qui sont transformées. Mais là, voilà, c'est une personne, en fait, qui croit en Christ, avec qui je partage des valeurs de Christ. Je fais des activités que je connais bien. Et comment on discerne alors, même si la personne a Christ ou pas, parce que je crois aussi que Christ peut passer par des personnes qui n'ont pas forcément foi en lui pour nous faire du bien, pour nous amener à une autre dimension, selon le chemin qu'il a tracé pour nous. Ma question, c'est comment est-ce qu'on discerne la personne que tu as mis sur notre chemin, chrétien ou pas, pour avancer? Merci. Okay. Merci beaucoup. Ouais, enfin, je peux seulement parler de mon côté. Et moi, comme j'ai déjà dit, si l'hierarchie est claire que moi, comme chrétien, je suis supérieur aux non-chrétiens, ça peut aller. Mais autrement, malheureusement, je ne crois pas que ça joue. Ok, on va donner aussi la possibilité à Pasteur Samuel aussi d'intervenir. Peut-être moi je veux aborder un autre aspect de la réponse. En tant que chrétien, on commence souvent des partenariats avec des frères et des sœurs sans prendre des dispositions pour nous protéger. On ne signe pas de contrat de partenariat, on ne définit pas les rôles, qui sera payé, comment il sera payé. C'est pas mis pas écrit. Et toutes ces choses manquantes font qu'on n'a pas de garde-fou. Donc, l'une des choses à faire quand on entreprend entre nous, c'est de clarifier toutes choses, quoi. Par écrit, signer des contrats. Ça prévient des conflits inutiles et ça nous aide aussi à penser autrement. On n'est pas ici juste parce qu'on est frères et sœurs, mais on est ici comme partenaires. Et quand on est partenaire, on se comporte comme des partenaires et on prend des gardes. Merci. Merci beaucoup pour ça. Oui, une question pour là-bas. Avant de t'entendre pas. Je ne veux pas apporter une question, mais un élément de réponse éventuellement. Parfois, on est sur un projet et on a ce qu'on appelle un apporteur de fonds. Donc, c'est la personne, en fait, ou à qui on pense pourrait faire vivre ce projet et qui a un peu d'argent. Pour signer des garde-fous, comme vient de le dire respectivement le pasteur, on hésite, on a peur.
On se dit, bon, si je lui demande trop, il partira avec son argent et mon projet. Qu'est-ce qu'il en est? Mais si le Seigneur nous a donné ce projet, n'hésitons pas. Restons dans la ligne du Seigneur. Demandons au Seigneur, ce monsieur, cette personne, elle m'amène beaucoup d'argent, mon projet va aller, mais est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Et avançons. Donc, ce n'est pas parce que la personne amène projet ou argent ou relation. Il va dire que voilà, c'est cette personne qui va faire monter mon projet au capital pour lui, au niveau international pour lui. Faisons vraiment attention à qui nous avons affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question? Okay. Vas-y, pour moi, c'est plus dans le sens de ce qui, moi, j'ai retenu de tout ceci et partager ça aussi en tant que chrétien. De tout ce qu'il a eu à partager, c'est de voir déjà tout le parcours qui a été fait avant de commencer par travailler. Les 10 formations qu'il a dû faire. Je viens de réaliser que moi, personnellement, j'ai encore beaucoup à faire. Et c'est pas seulement pour être bon, mais en tant que chrétien, j'aimerais le dire, on ne peut être que un minimum plus bon que ceux qu'on veut impacter. Si aujourd'hui, on prend le cas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, on prend le cas de, je ne sais pas, un footballeur. Ceux qu'on acclame souvent à la télé, ceux qui font même qu'on casse nos télés, c'est des gens généralement qui ne sont pas chrétiens. Et en tant que chrétien, on pousse le ballon, ça va pas loin, on dit Dieu va faire. Donc, on a tendance, en tant que chrétien, à tomber dans ce qu'on appelle un certain laxisme. On fait 1% et puis 99% c'est la prière. Moi, je pense, c'est ce que j'essaie de suivre maintenant, c'est de travailler comme si j'allais pas prier et ensuite de prier comme si j'allais pas travailler. Et je pense que si nous tous nous sommes réunis ici, c'est parce qu'on est en train d'aller vers, voilà, on est en train d'aller pour impacter chacun dans son domaine. Et je vous invite, moi le premier, à vraiment avoir ça en tête. Si je veux impacter quelqu'un, il faut que je sois un minimum plus bon que ce qui se fait. Ah non, pour moi c'est, je sais pas si, c'est un fardeau en fait sur mon cœur. Si je dois chanter, je ne vais pas chanter et puis dire cet esprit, non, il va venir, mais il faut que déjà, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas cette sensation du Saint-Esprit, puisse déjà aimer la voix là. C'est vrai que le Seigneur fait grâce. Si je dois faire de l'agriculture, la façon dont je vais servir les gens, ce que je vais présenter comme produit, dans chaque domaine, sincèrement, pour moi, c'est vraiment important. C'est ce que je voulais partager avec vous. Soyons un minimum au-dessus, plus bon que ce que les gens font déjà. Déjà, ça, c'est un côté pratique de l'évangélisation, de comment est-ce qu'on apporte Dieu aux gens. Et ensuite, maintenant, parce qu'être chrétien, là, c'est vraiment, c'est un fardeau. Merci. Merci beaucoup. Toute intervention, occupation, ajout. Olivier, oui. Je viens maintenant avec une question. Vous avez un parcours, vous avez eu des difficultés. J'ai noté tout à l'heure, vous êtes marié 2 ans après votre dépression, tout ça, au cours de 30 ans. Si ça fait 44 ans que vous êtes marié, c'est calculé à peu. Comment vous faisiez dans cette difficulté pour gérer vos enfants, pour gérer la famille, pour ne pas, excusez-moi le mot, rentrer dans un moule de OK, je connais ma liberté, je veux la prendre, mesdames, les enfants, bon, pour l'instant, oubliez-moi un peu. Comment vous gériez votre famille et quelles en étaient les sources? Si elle était une source de motivation, une source de joie, ou bien si c'était un fardeau, comment vous gériez tout ça? Ouais, merci pour ces questions qui est pas facile du tout. Mais non, enfin à mon âge, il reste plus beaucoup plus à faire que de prier. C'est-à-dire essayer de vivre un exemple pour les beaux-fils, pour les filles et puis pour la génération qui vient après. Mais mes filles et mes beaux-fils sont autour de 40 ans maintenant. Alors, ce n'est plus la vie, disons, technique ou commerciale ou je sais pas quoi.
qu'on peut leur donner, c'est l'exemple de la vie, comment on la vit, comment on l'a fait. Et là, je dois dire, je suis extrêmement béni avec la situation que nous avons dans notre famille. Ça nous sommes pas privés de problèmes, mais nous expériençons toujours que le Seigneur est très très fidèle. Alors, si vous permettez, j'aimerais quand même encore ajouter une petite demande. Si vous devez mettre des priorités, et si vous devez décider quel est le point plus important dans votre entreprise, est-ce que c'est le marketing, la représentation, le chiffre d'affaires, les immeubles ou bien les employés? Oh ouais, c'est vraiment très très important. Les employés, c'est votre capital le plus important. Toutes les autres choses, on peut organiser, on peut déléguer tout cela, mais la relation avec la relation avec vos employés, c'est à vous de le faire. Il y a personne d'autre qui le fait, et c'est le plus précieux que vous pouvez faire.